Ça y est, on rentre dans le lourd, dans les 8 derniers joueurs et les 8 dernières joueuses pour ce tournoi. Qui va remporter Roland-Garros? Il ne sont plus que 8 dans chaque tableau. On rentre dans les quarts de finale, les huitièmes, c'est fini. Et chez les hommes, on a perdu 2 grosses têtes. Le numéro 2 mondial, bon, qui n'est pas le meilleur joueur du monde sur terre battue, on peut le dire. Daniil Medvedev qui s'est fait étrier par un Marin Cilic de gala. Marin Cilic en mode US Open 2014, justement, on en parlera. Et Stefanos Tsitsipas qui perd face à, comment dire, cette bouffée d'air frais qui est Holger Rune, cette bouffée d'air frais danoise qui nous donne vraiment de l'espoir pour peut-être un futur tennis entre 2 joueurs nés en 2003, Carlos Alcaraz et Holger Rune. On espère que les deux vont se tirer la bourre. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a eu un très beau jour à Roland-Garros. J'ai trouvé qu'on a vraiment eu des matchs pas mal. Alors, on a fini sur une démonstration la journée. Mais même la démonstration, c'était tellement beau à voir. C'était tellement de l'art ce que nous a fait Marin Cilic que en fait, c'était beau à voir. Même si ça a été, le score était décevant, ça a été beau à voir. On en parlera juste après. On va commencer par parler de Stefanos Tsitsipas, retour sur terre. Il n'y a évidemment pas de jeu de mots dans cette phrase, hein. Pas du tout évidemment. Face à Holger Rune. Holger Rune, voilà, qui n'est peut-être pas non plus ultra connu, on va dire, pour ceux qui commençaient à regarder, qui regardent par exemple que Roland-Garros, ou même que les grands chelems, même s'il a déjà fait une très belle perf en prenant un set à Novak Djokovic à l'US Open. On ne savait pas encore qu'à cette US Open là, Novak Djokovic allait perdre un set sur tous ses matchs. Mais voilà, Holger Rune qui depuis 1 an et demi maintenant montre vraiment tout son potentiel. Il voulait l'année dernière, il avait dit, il voulait vraiment finir l'année top 100, il s'est quasiment cramé pour finir l'année top 100. Il n'a pas réussi à finir l'année top 100, il a fini 103e mondial l'année. Et là, en ce début de saison, il a vraiment été parfait, il a vraiment fait un très bon début de saison. Même là, sur terre, on a vu, il a enchaîné de partout. Il a fait un challenger à San Remo pour juste après faire les qualifs de Monte-Carlo, pour se qualifier dans le grand tableau de Monte-Carlo, pour gagner Munich. Il a fait une saison sur terre battue vraiment digne d'un top 15. Hein. Je dis honnêtement, il a fait une saison sur terre battue digne d'un top 15. Et pour moi, je l'avais dit dans ma vidéo sur qui va gagner Roland-Garros, j'avais parlé un petit peu des joueurs non tête de série sur qui il ne fallait pas tomber. Et j'avais dit qu'Holger Rune était un joueur évidemment très dangereux sur qui il ne fallait pas tomber, qui était voilà, peut-être pas connu du grand public, même s'il faut le connaître. Holger Rune, vraiment, voilà, je le connais voilà, depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est vraiment un très beau joueur à voir, très élégant, une boule d'énergie. Hein, parce qu'il est vraiment tout petit, mais tu sens qu'il est nerveux. Il crampe beaucoup, c'est un petit défaut chez lui. D'ailleurs, je me demande s'il s'est pas mis à cramper un petit peu sur la fin face à Tsitsipas. Il a eu des petites mimiques un petit peu en mode ça commence à cramper un petit peu, donc attention. Après, évidemment, à ce moment-là, t'as 19 ans, j'allais dire 18 ans, t'as 19 ans, t'es en 8e à Roland-Garros, c'est colossal. Et puis là, tu servais pour aller en quart de finale face au, j'allais dire tenant du titre, presque tenant du titre, face au finaliste en titre. Voilà, en ayant déjà battu avant quand même, il a quand même eu un très beau tableau de chasse. Il a commencé avec Denis Shapovalov, bon, qui est un joueur évidemment, je trouve Shapovalov c'est n'importe quoi, mais faut le battre, faut aller le chercher. Après il a battu Laaksonen, bon, joueur un petit peu plus modeste, mais quand même un joueur très solide du top 100 qu'il faut aller chercher aussi, mine de rien. Après il a battu Gaston en night session, il a réussi à faire taire le public, ça aussi c'est une performance. Plus de faire perdre le public que de battre Gaston. Mais voilà, il a réussi à faire ça, surtout en changeant son jeu. Parce que face à Gaston, il a réussi à plus jouer avec le petit jeu de Gaston, il a réussi à bien jouer. Alors que face à Tsitsipas, il a amené un combat un peu plus physique. Et on l'a vu, j'ai même eu l'impression que Tsitsipas, physiquement, à partir du milieu de 3e set, il a flanché. Je trouve que Tsitsipas, il a flanché. Et quand j'avais dit la dernière fois que Tsitsipas, pour moi, avait perdu le tournoi sur ses matchs face à Musetti et face à Collard, mais même si face à Ymer, il avait entre guillemets rassuré, même si Ymer avait été vraiment 0 sur ce match, je trouvais que Tsitsipas et que Rune pouvait prendre Tsitsipas. Et il nous l'a vraiment prouvé parce que le premier set, il est breaké très tôt. On se dit, ah ça y est, c'est Tsitsipas, ça y est, il a explosé Ymer, il va commencer à monter en puissance dans ce tournoi. Et Rune qui débreak direct, qui est devant, qui je trouve est au-dessus, qui domine les longs échanges. On voit que côté revers, Tsitsipas, il faut que tu bosses parce que souvent, ça boise. Ses retours en revers, souvent il veut faire des revers recouverts, quasiment tout le temps même. Mais ses revers terminent en milieu du carré de service. Alors évidemment, Rune qui est intelligent, il avance, et il a juste à frapper une balle et puis il gagne quasiment le point à chaque fois. Quand il servait côté revers de Tsitsipas,
Je comprends pourquoi Tsitsipas, des fois, il essaye pas de choper un petit peu ses revers juste au retour. Ça peut suffire, ça peut être une tactique. Il a jamais tenté ça, je sais pas pourquoi. Il fait que recouvrir sur le retour de revers. Alors sur coup droit, ça peut aller, mais revers, faut qu'il en mette plus parce que la balle qui rebondit en plein milieu du court, bah, c'est pas foufou quoi. Tu donnes un deuxième coup de raquette facile entre guillemets pour ton adversaire. Et là, Rune en a profité, il en a même très très bien profité. Le deuxième, je trouve qu'il donne la fin du deuxième set. On voit déjà des petits signes de tension chez Rune parce que la fin du deuxième set, il la donne. Clairement, je trouve qu'il la donne parce qu'il fait vraiment un très très mauvais jeu à 4-3 pour Tsitsipas. Avant, il avait eu 3 balles de break, qu'il avait vendangé. Derrière, il offre le jeu à Tsitsipas. Et là, on sent peut-être que voilà, la jeunesse de Rune va parler. C'est le premier set qu'il perd sur cette quinzaine. Et derrière, troisième set, il continue, il dit rien, il y va. Puis voilà, il break Tsitsipas. Donc quatrième, il déroule 5-2. Après, à 5-2, il y a cette décompression un petit peu de dire bah, il me manque 4 points quoi. Et Tsitsipas remonte un petit peu le niveau, revient 5-2, donc du coup 5-3, 5-4. 5-4, il y a des balles de break pour Tsitsipas qui sont très très bien sauvées par Holger Rune. Je crois qu'il y a service gagnant, il y a ace, et puis il termine après sur une énième faute de Stefanos Tsitsipas. Mais je trouve que Tsitsipas est arrivé moins conquérant qu'à Roland Garros 2021. Et on l'a prouvé parce qu'en 2021, il avait perdu le temps de préparation face à Casper Ruud, face à Rafael Nadal en ayant eu balle de match, et face à Novak Djokovic en ayant eu balle de match. Là, il a des défaites quand même un peu plus inquiétantes, on va dire. Il a perdu face à Alcaraz et on avait senti un petit peu que dans le combat, physiquement, il avait pêché face à Alcaraz. Il a aussi perdu la finale à Rome contre Djokovic, qui s'est même pas battu. Donc, moi, je suis inquiet parce que Tsitsipas, j'ai l'impression que psychologiquement, face à Alcaraz, il a du mal. Si face à Holger Rune il se met à avoir du mal aussi, je me demande mais est-ce qu'il va gagner un grand chelem un jour le Stefanos, parce que s'il n'arrive pas à battre les membres du Big Two maintenant, parce que Federer il est plus là, mais s'il n'arrive pas à battre les membres du Big Two, s'il n'arrive pas à battre Medvedev, s'il n'arrive pas à battre Alcaraz, s'il n'arrive pas à battre Holger Rune, j'ose espérer quand même que dans les années futures, vu ce que nous propose Alcaraz et Holger Rune, on va avoir ces joueurs-là, je pense, à battre plus tard dans le futur dans les grands chelems. C'est-à-dire que Tsitsipas, je vois pas gagner un grand chelem sans avoir au moins à battre soit Medvedev, soit Nadal, soit Djokovic, soit Alcaraz, soit Holger Rune. Voilà. Pour moi, je trouve que Tsitsipas, va falloir qu'il progresse très très vite parce que sinon, ça peut vite tourner au vinaigre cette histoire. Et les 2-7-0 face à Novak Djokovic, il peut peut-être y penser toute sa carrière. Donc, il faut qu'il bosse. Voilà, là il faut que Tsitsipas fasse une deuxième partie de saison qui soit enfin bonne parce que souvent la deuxième partie de saison de Tsitsipas c'est compliqué. Là il faut qu'il essaye de se remettre au niveau, de faire un bon Wimbledon, même s'il n'y a pas de points à aller chercher. Mais faut qu'il prenne du niveau, juste, faut qu'il prenne de la stature. Parce que si même les gamins de 19 ans n'ont pas peur de lui, voilà, c'est un peu inquiétant pour Stefanos Tsitsipas. On va passer maintenant à un joueur qui est en état de grâce, pas comme Tsitsipas, un joueur qui est en état de grâce. C'est Marin Cilic. J'ai mis Simon, sa meilleure tactique, parce qu'à chaque fois qu'il bat Simon, bon, il l'a fait qu'une fois heureusement, bah, il a été énorme derrière, puisqu'il bat Simon en 8ème de l'US Open 2014. Derrière, il écrase Berdych, il écrase Roger Federer et il écrase Nishikori en finale pour gagner l'US Open. Alors là, est-ce que l'histoire va se répéter? Alors il bat Simon cette fois au 3ème tour, mais là il vient d'écraser Medvedev. Wow, mais c'était presque gênant pour Medvedev. On a l'impression qu'il lui faisait une leçon de tennis, un récital. Et quand je vois le tableau, alors déjà, dans sa partie de tableau, c'est le seul qui a une finale en Grand Chelem, parce que Casper Ruud, c'est son premier quart en Grand Chelem. Holger Rune, c'est son premier quart en Grand Chelem. Et Andrei Rublev n'a jamais fait une demi-finale en Grand Chelem. Et Cilic, il a fait une demi et une finale. Enfin, il fait des demi et finales. Et des finales en plus, plusieurs finales. Donc, Cilic, en termes d'expérience, et même là, en termes de niveau, il est impressionnant. Pour moi, quand je vois Rublev qui prend 6-1 face à Sinner, qui a mal au genou, après il le bat évidemment, avec l'abandon de Sinner, mais Rublev ne me convainc pas. Alors que Cilic, je le trouve exceptionnel. Gilles Simon, il avait dit quand il a perdu son match, il a dit ouais, ok, j'étais cramé, mais on peut dire aussi bravo à Marine, parce que le gars, il a touché toutes ses zones. Bah oui. Il a touché toutes ses zones. Et bah là, c'est pareil. Medvedev, il peut dire pareil, il a touché toutes ses zones, il n'a rien raté. J'ai l'impression qu'il a fait 0 faute directe. Bon, il en a fait quelques-unes, évidemment, mais il a été énorme, exceptionnel. On a l'impression de revoir le Cilic percutant en 2014, ce Cilic qui faisait peur. Ce Cilic qui a tenu en 5-7 Novak Djokovic à Wimbledon en 2014, Cilic qui a explosé Roger Federer à l'US Open 2014. Et là, je me dis,
quand il reste Casper Ruud, Holger Rune qui vont peut-être tirer la bourre parce que les deux ils vont se battre pour leur première demi en Grand Chelem, qui reste Rublev qui dans les moments importants craque un petit peu, je me dis Marin Cilic, mais honnêtement le voir en finale c'est pas déconnant quoi. Alors moi personnellement je préfère que ce soit Casper Ruud qui aille en finale, mais Marin Cilic en finale, imaginez quand même le truc incroyable quoi. Et encore une fois c'est un coup dur pour la next gen parce que Marin Cilic il n'est pas non plus fait la dernière pluie, hein. 33 ans pour Marin Cilic. En tout cas c'est affaire à suivre, mais je tenais à en parler parce que je suis subjugué par le niveau de Marin Cilic qui a été colossal. Franchement Medvedev qui a rien pu faire, qui a pas été bon, mais en même temps même s'il avait été bon, en face c'était c'était incroyable. Franchement je suis encore sous le choc de son match. Il a pris des coups gagnants de partout, des parpaings de partout, même les amortis, même dans le petit jeu, Marin Cilic le battait. C'est incroyable. On va parler aussi d'un très beau match qui s'est déroulé cette fois sur le tableau féminin entre Swiatek et Quen Zheng. Franchement, alors c'était un vrai premier test pour Swiatek parce que Quen Zheng n'est pas ultra connue du grand public, mais elle avait fait un très bon début de saison où elle avait fait une demi-finale au tournoi de Melbourne juste avant l'Open d'Australie où elle avait perdu contre Alep. Elle avait voilà, déjà montré de très belles choses. 74e mondiale à la WTA, qui va évidemment monter hein, avec cette deuxième semaine en Grand Chelem. C'était son premier huitième de finale en Grand Chelem. Elle a joué sur le central. Alors elle a déjà joué sur le central face à Cornet, enfin joué entre guillemets parce que Cornet était vraiment HS. Mais voilà, c'est son premier vrai duel sur le central. Elle n'a pas eu peur. Elle joue Swiatek qui est sur 31 victoires consécutives. Et elle n'a pas peur, elle y va. Alors le premier set, elle le gagne. Pour moi, elle doit le perdre 19 fois sur 20 parce que Swiatek mène 5-2, elle a 5 balles de 7, dont 2 sur son service à 5-3. Elle mène 5-2, 2 services à suivre dans le tie-break. Pour moi, Swiatek ne doit même pas perdre ce premier set. Mais elle le perd parce qu'en face, il y a une joueuse aussi qui se bat, évidemment. C'est pas que Swiatek lui donne les points. Mais je trouve que Zheng a vraiment fait un très bon premier set, a vraiment gêné Swiatek. C'est dommage parce qu'après, elle se blesse, elle est strappée après à la cuisse droite. Et on sent que c'est plus tout la même en termes de déplacement et tout. Et c'est là qu'on voit que dans le combat physique, quand même, Swiatek elle est là. Parce que voilà, le premier set, il dure quasiment 1h30. 1h22, je crois, au total, il a duré. Et voilà, ça se tient à la bourre. Tu sens que Zheng, elle est pas loin. Swiatek, elle est au-dessus, mais Zheng, elle est pas loin. Elle s'accroche. Elle fait un hold-up, on va dire, en prenant ce premier set. Et là, tu te dis, mais Swiatek, est-ce qu'elle va pas couler? Est-ce qu'elle va pas avoir le poids de la pression, toute la pression sur ses épaules? Et là, Swiatek, au combat physique, elle fait ok, tu m'as mis un set comme ça, bah vas-y, mets-moi le deuxième, va me chercher le deuxième. Et tu vois que Zheng, physiquement, elle peut pas. Elle explose en plein vol, mais franchement, Swiatek, je suis encore impressionné. Pour moi, je pense que ce sera son match le plus dur de la quinzaine. Je pense que maintenant, passer ce match, elle va dérouler. Parce que je pense qu'elle est au-dessus de la mêlée maintenant. Et pour moi, ce match face à Zheng, c'était un vrai test. Parce que vraiment, je compte Zheng, retenez son nom. Parce que franchement, je pense qu'elle va vraiment percer dans le futur. Mais voilà, Swiatek, vrai premier test pour moi, et peut-être même le seul, parce qu'elle va jouer Pegula, je la vois au-dessus quand même de Pegula. Après, c'est un coup d'Hermetova au Kazakhtina. Quoique Kazakhtina, quand elle est on fire, elle, c'est comme Marin Cilic. Hein. Elle est on fire, et puis en finale, ça peut être Trevisan, Fernandez, Gauff ou Stephens. Et justement, la transition est tout faite, puisque regardez, c'est le programme de la journée, le programme du jour, évidemment, avec Trevisan face à Leylah Fernandez pour commencer à midi. Voilà la petite Fernandez gagnée parce qu'elle aussi c'est un vent de fraîcheur, hein, mine de rien, c'est une bouffée d'air frais comme Holger Rune avec sa petite papate gauche, franchement. Et puis elle a conquis un petit peu le public le public. On aime bien les Canadiens, nous souvent les Français, donc elle a conquis un petit peu le public et voilà, ça fait plaisir, ça ferait vraiment plaisir de voir Fernandez en demi-finale après sa finale à l'US Open perdue face à Emma Raducanu évidemment. Coco Gauff contre Sloane Stephens, il y aura une américaine en demi-finale. Au moins une américaine en demi-finale de Roland Garros, puisque Pegula, sur un malentendu, peut aller battre Swiatek. Pour moi, comme j'ai dit que Coco Gauff allait aller en finale, je vois Coco Gauff gagner, même si Stephens, on ne sait jamais, hein, sur terre battue, à Roland Garros, elle fait des trucs de malade. On la voit plus de l'année, puis à Roland Garros, elle réapparaît, tu ne sais pas pourquoi. Ensuite, Zverev Alcaraz, 2 jours, avec un Zverev qui est tête de série 3, mais qui n'est pas favori. Pour moi, Alcaraz, dans la variation, dans le côté à faire des amortis, à varier ses balles, varier ses frappes, slicer, tenter des trucs. Je le vois au-dessus de Zverev parce que Zverev, c'est pim. Je sens qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'intelligence dans le jeu. Je trouve qu'Alcaraz, il y a beaucoup plus de variations, il y a plan B, plan C, plan Z, il y a tout chez Alcaraz.
Et je le vois au-dessus de Zverev. Si Zverev n'a pas la qualité de première suffisante, ça va être encore pire. Si Zverev sert bien et qu'il peut gagner les points en 2-3 coups de raquette, ça peut être une autre histoire. Ça peut être une autre histoire parce que Zverev, sur terre battue, mine de rien, c'est quand même un très très bon joueur. Et puis en Night Session, sur Amazon Prime Video, mais il sera diffusé gratuitement si vous connectez sur Amazon. Vous pouvez regarder gratuitement, même si vous n'êtes pas abonné à Prime Video, vous pouvez regarder gratuitement ce match. C'est au moins un mal pour un bien, on va dire. Par contre, coup dur pour France TV, mais comme j'ai dit, France TV l'a quand même bien cherché parce que franchement, ils font bien de la merde depuis quelques années. France TV, ils se plaignent en fait de ne pas avoir l'accès à des matchs, ils se plaignent de ce que fait Amazon, mais eux, ils sont dans une incompétence. Mais c'est franchement, j'ai pas envie de les critiquer parce que voilà, c'est des journalistes et tout, ils ont leur diplôme et tout, mais au bout d'un moment, quand tu es journaliste spécialisé sur un sport, tu peux pas commenter tous les sports. Moi, par exemple, je pourrais pas commenter un match de rugby. Voilà, c'est pas pour tirer une balle sur quelqu'un, mais quand tu commentes et que voilà, tu commentes plutôt bien le rugby, le tennis par contre c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on aura Djokovic et Nadal, sûrement commenté par Fred Verdier avec Fabrice Santoro ou Guy Forget. Je ferai Santoro quand même, Santoro je le trouve vraiment très très bien comme consultant. Franchement, Fred Verdier et Santoro qui commentent Djokovic et Nadal comme l'année dernière, moi ça me va parce que ça a été vraiment un feu total l'année dernière. Donc voilà, moi c'est ce que je veux. Vraiment, voilà, je veux Djokovic Nadal et je veux avec Fred Verdier et Fabrice Santoro. Est-ce que Amazon va m'écouter? Est-ce qu'ils vont faire ça? Ou est-ce qu'ils vont mettre Forget? Forget, j'avoue que j'ai un peu plus de mal qu'avec Fabrice Santoro, mais bon, ça pourrait quand même le faire. Mais en tout cas, voilà, choc du jour évidemment, Djokovic Nadal, choc de l'année, 59e rencontre entre les... On se rend pas compte, 59e match entre les deux, mais c'est dingue. Ils sont pas joués d'ailleurs depuis un an, depuis la demi-finale de Roland Garros. Donc moi je dis avantage Djokovic, surtout en plus avec la Night Session, sur la Night Session. Nadal, j'ai toujours cette interrogation sur le pied dans les déplacements, surtout que Djokovic il est intelligent, il va le faire bouger, il va faire ses petits coups droits court croisés comme il avait fait l'année dernière, il va tout lui faire. Et je pense en fait que Nadal va vouloir commencer pied au plancher, mais que Djokovic va être prêt. En fait je pense que dès le début, souvent des fois on a des rondes d'observation, pardon. Là on va voir dès le début je pense un Nadal très conquérant, qui va vouloir dès le début dire à Djokovic, t'as vu je suis dans le combat, et un Djokovic qui va se préparer à ça, et qui va dès le début dire à Nadal, ok, t'es dans le combat, mais moi aussi je suis là, et je suis prêt pour 5 heures. Je pense que c'est ça qu'on va avoir, en tout cas, réponse demain, je vous dis salut à tous, on se retrouve très très vite, portez-vous bien.